La femme africaine est le socle sur lequel on s'appuie pour bâtir une famille, une communauté, un peuple, un empire, une dynastie et par ricochet, toute l'humanité. C'est par cette citation que nous ouvrons cette autre édition de votre émission Sagesse Camille sur les antennes de Kemet Télévision. Et je reçois la matriarche Nangonjoy, comme nous sommes mardi, madame, monsieur, chers téléspectateurs, avec beaucoup de plaisir. Avec elle, l'émission sera relax aujourd'hui parce que nous allons parler des loisirs de la femme à l'époque antique. Quels jeux étaient permis à la femme à l'époque antique? Est-ce ça cadre avec les jeux que nous avons aujourd'hui? Nous voyons des femmes aujourd'hui faire des sports de haut niveau, le football, le handball, le volleyball, l'athlétisme et autres. Est-ce qu'à l'époque antique, ces femmes étaient permises justement de faire ce genre de loisirs? C'est bien des questions que nous allons essayer de résoudre avec la matriarche Nangonjoy dans le cadre de cette autre édition de votre émission Sagesse Kamit. Je ne manquerai pas à la règle, celle d'invoquer l'esprit de nos ancêtres méritants afin qu'il nous guide et nous accompagne dans cette autre édition ce soir. Matriarche Nangonjoy, Meyegabe, Otep et bienvenue. Madame le délégué régional des tradipraticiens du centre Cameroun, bienvenue. Merci, Otep à tout le monde, Otep à tous les téléspectateurs, Otep à tous les frères et sœurs de combat du Cameroun et de l'extérieur du Cameroun. Otep à toi aussi. Merci, c'est un plaisir. Chaque week-end, je reçois des messages et des appels, beaucoup plus de l'étranger, qui me posent la question de savoir quelle est la thématique de mardi prochain avec matriarche Nangonjoy, parce qu'on est pressé de s'abreuver à sa sauce. Il y a même un Martiniquais qui a dit que vraiment, maman, infiniment merci, parce que ici, là, je vis dans la forêt, mais sauf que l'émission de la dernière fois où tu parlais de l'importance de la forêt et de la femme, je ne pouvais pas imaginer que la forêt regorgeait autant d'éléments positifs qui épanouiraient l'être humain. Il a dit infiniment merci pour cette émission. Merci. Otep, Bissouma. Aujourd'hui, on va donc parler des loisirs. Nous avons déjà abordé beaucoup de thématiques. Il y a beaucoup d'autres thématiques qui arrivent sur l'éducation de la femme dans l'Afrique antique, à comparaître ou à comparer avec l'éducation de la femme aujourd'hui. Nous allons d'ailleurs faire des émissions en brousse pour que nous ne restons pas dans le cadre théorique des 4 murs ici en studio, oui. Mais nous allons commencer à entrer profondément dans la pratique. Donc on va faire des émissions en brousse. Tout ce que tu as l'habitude de nous dire ici, on va l'expérimenter. Les arbres dont tu nous parles, les oiseaux dont tu nous parles, les plantes dont tu nous parles, nous allons les expérimenter. Mais en attendant, n'oubliez pas de liker et de vous abonner massivement sans oublier de cliquer sur la cloche de notification. C'est extrêmement important. Les loisirs de la femme à l'époque antique. Matriarche Nangonjoy, qu'est-ce que ça t'inspire, tout de go comme ça, avant d'entrer véritablement dans le vif du sujet et savoir surtout ce que les femmes pratiquaient comme loisir et ce que les femmes pratiquent aujourd'hui? Je vais te poser la question de savoir plus tard, est-ce que c'est normal qu'une femme joue au football comme les hommes? Est-ce que c'est normal que les femmes font l'athlétisme comme les hommes? Mais ça, c'est pour plus tard. Maintenant, tout de suite, une thématique comme celle-ci, qu'est-ce que ça t'inspire? Ça m'inspire déjà pour que moi-même, j'ai grandi, je vous ai toujours dit ici, j'ai grandi auprès des grands-mères.
auprès des personnes plus âgées. Et j'y vis toujours parce que je suis une initiée au Muvungu. Donc, les actes de loisirs de la femme noire africaine, tels que le baptême colonial le dit, est bien. Parce que je me rappelle d'un exemple où les grands-parents nous racontaient comment la femme de la naissance à l'âge major, tout le parchemin qu'elle pouvait faire, le parcours qu'elle pouvait faire pour ses loisirs. Quand déjà tu es bébé, on te console en chantant. On te fait faire des exercices. Par exemple, tu soulèves le bébé, tu chantes tcha tcha komblaga, tcha tcha komblaga. Ça fait que l'enfant fait les pieds comme ça. Elle commence à faire les pieds tcha tcha komblaga. Tu commences à lui faire. C'est-à-dire ses pieds bougent au rythme du chant. Du chant. Cela veut dire que tcha komblaga, on disait c'est la chanson des chimpanzés. Tu vois, tcha tcha komblaga, tcha tcha komblaga. C'est la chanson du chimpanzé dont l'enfant bouge. À un moment donné, lui-même commence à bouger ses pieds. Tcha, tcha, komblaga, tcha, tcha, komblaga, tcha. Donc, l'enfant grandissait avec une certaine loisir. Et là, à la suite, quand l'enfant rampe déjà, il y a encore une autre chanson, quand l'enfant est sur le sol. Il fait les pieds comme ça, il fait les mains comme ça, il fait les pieds comme ça. Oui, l'enfant a un jeu, les enfants avaient des jeux. Quand l'enfant marche déjà, donc tu lui fais une chanson, des mots qui lui donnent un rythme pour marcher. Oui, c'est très important. Je me rappelle justement quand ma maman avait accouché mes petits frères. Quand l'enfant apprenait à marcher, elle comptait même en langue. Elle dit je va au rythme de la marche de l'enfant, justement. Voilà. Ça veut dire en banganté 1, 2, 1, 2, effectivement. Quand l'enfant se tient debout, on dit zaza, zaza. Donc, l'enfant même est fier. D'accord. Ça amenait l'enfant à jouer, l'enfant à être en paix, à grandir en paix. Et ce qui faisait que l'enfant avait un discernement entre les jeux et le moment tranquille et le mal. Donc, il connaissait déjà que cette personne qui vient auprès de moi n'est pas là pour jouer. Exactement. Donc, l'enfant reconnaissait déjà ces moments de loisir. Et ainsi, donc, quand l'enfant a déjà 5 ans, il peut déjà aller jouer dehors. Il y avait les jeux des bâtons. Parce que l'enfant africain a toujours fait des jeux risqués. Vous pouvez aller faire derrière la maison, là où il y a les lianes, vous pouvez faire les jeux des singes. Donc, tu prends une liane, l'autre te pousse, c'est votre balançoire qui n'est pas accroché, qui est nature. L'autre te pousse, tu dis, avant de quitter, tu dis aux autres, je m'en vais au ciel. Il faut me garder les plantains mûrs, les fruits de la forêt, bon, tout ce qu'on trouve au village, oui. On te pousse alors, tu traverses de l'autre côté de la vallée et tu repousses toi-même les pieds là-bas, tu viens les retrouver. Et on commence à crier et tout ça. Donc, c'est ça. Vous pouvez aller aussi à l'eau. Vous faites la musique de l'eau. Il y a des sons que vous faites dans la musique de l'eau. Maria, l'autre tape là-bas, l'autre tape là-bas. Et ça fait un son que les autres... Et ça donnait un son avec harmonie. Donc l'autre tape, koudoum, koudoum, l'autre tape là-bas, koudoum, koudoum. Donc ça avait un raisonnement qui était harmonisé. Oh, mais c'était extraordinaire. Jusqu'ici, si moi je te joue ça, tu vas danser. Alors,
ceux qui sont plus petits, 3 ans là, les 3 ans, les 4 ans, les 5 ans qui sont faibles, parce que les plus grands allaient en profondeur là où l'eau peut arriver au niveau de, du ventre. Vous restez à côté là où l'eau arrive au genou et ils vous contrôlent régulièrement que personne ne se noie. Donc, ils font un cercle là-bas. Donc, si un tombe là entre les chemins, que lui aussi il apprend, on connaît, on l'arrête. Mais eux, ils sont là dans l'eau pour danser pendant que les autres jouent. Et c'est comme ça que l'enfant reconnaît le sens de ses loisirs. Et le samedi, les adolescents dansaient en pleine lune, le bolbo, le bekele. Donc on joue les tambours, les tam-tam. Les hommes dansaient trop le bolbo. D'accord, Mathias. Avant d'arriver chez les adultes, on va aller progressivement. Oui. À l'âge de 5 ans, quand l'enfant commence à côtoyer les enfants des autres maisons, dans la cour, il y avait des loisirs. Il y avait ce qu'on appelait le ndoshi. Je ne sais pas si Magne a joué à ça. Il y avait le pouce-pion. Pouce-pion, oui. Il y avait également, je parle beaucoup plus pour les femmes, hein, parce qu'on est là dans le cadre des femmes. Oui. Il y avait d'autres jeux, des jeunes filles où on traçait des carrés. Et maintenant, on se tenait, on prenait le noyau de la mangue qui avait séché. Oui. Maintenant, on lançait par derrière. Méthode aveugle par le dos. Par derrière. Oui, et tu recules avec un seul pied. Avec un seul pied. Pour aller justement tomber dans la case où le pion est tombé. Oui. Maintenant, pour les garçons, parfois on allait sur des collines, même quand il n'avait pas plu, on versait de l'eau sur la colline. Et on prenait les troncs de bananier pour casser les récipients, les calebasses, voilà, pour justement. aller puiser l'eau. Justement. Donc vous faites d'abord ça, vous mouillez et vous vous mettez là. Si ce n'est pas sur une branche de cocotier, vous roulez dedans, dessus, voilà. que ça sèche et l'autre pousse. Et sans compter que vous aurez les écorchures aux fesses. Tu as bien compris là où je voulais en venir. C'est-à-dire, quand on envoyait les enfants aller puiser de l'eau, avant de revenir avec l'eau, on puisait cette eau versée sur la colline pour que la colline soit mouillée et boueuse. Maintenant, on mettait soit les troncs de cocotier, soit les troncs de bananier. Parfois, on s'asseyait à deux, et puis on ne poussait pas le dos, on descendait sur la colline et ça faisait plaisir. Mathias, aujourd'hui, on accouche des enfants, ils grandissent dans la barrière. Dans la barrière, ils ne connaissent pas ça. Et là, absolument rien. Donc, on jouait, on faisait la course avec les chutes. Donc, quand on joue cette musique-là, cela veut dire comme la chute, l'eau tombe, wow, il faut que vous sortez aussi les sons qui vont troubler le bruit de la chute. Et ça, on a sorti ça. Un jour, mon père était en brousse, il cherchait les petits bois pour faire ses pièges. Il a suivi ça. Quand on est rentré, il nous dit que, mais ça, j'ai senti comment vous jouez aujourd'hui. Alors que d'habitude, on était fouettés. Comment vous durez dans l'eau, comme machin, c'est cela. Alors, le jour-là, ça a été notre grande surprise que papa disait que les sons que vous avez sortis aujourd'hui, là, troublaient même les bruits de la chute. Donc, c'est-à-dire, c'est une technique aujourd'hui que j'ai vue récemment, je ne méprise pas, mais les gens cherchent déjà à retrouver ça et ça disparaît. C'est très important parce que lorsque tu disais tout à l'heure, quand on chantait et que l'enfant faisait les mouvements avec les pieds, on se rend donc compte que quand l'enfant grandit plus tard, et que quand on met la musique, il danse au rythme de la musique sans avoir appris à danser. Sans être allé dans une école de danse pour apprendre à danser. Mais il faut voir dans les enfants d'aujourd'hui. Quand ils sont dans une cérémonie, dès qu'on met la musique, on dit de danser. La musique va à gauche et ils vont à droite. Quand la musique monte et ils descendent. Ils sont complètement aux antipodes de la réalité. Mathias, d'accord. Maintenant, à partir de 5 ans,
Est-ce que tous ces jeux-là étaient autorisés de façon automatique? Par exemple, comme le Ndorchi, le pouce-pion et le jeu que... Et il y avait l'autre qu'on jouait avec les cailloux. Ça amenait l'enfant à compter. Voilà. Donc, tu prends les cailloux, tu jettes. C'est comme tu jettes les cailloux, tu lances un caillou, tu prends l'autre, tu rattrapes le second. Tu prends un caillou, tu jettes, tu prends l'autre. Donc, tu commences à jeter les cailloux. Oui, justement, pour voir si... Et quand tu as ramassé les cailloux par terre, avant de recevoir celui qui est descendu, si tu n'as pas tout pris les cailloux qui sont par terre, tu as échoué. Oui. On laisse à quelqu'un d'autre il lance, il fait tac, il ramasse, et puis il récupère l'autre caillou. Voilà. Et c'était la hauteur que tu dois calculer pendant que tu ramasses les autres. La hauteur doit aller plus haut. Donc, il y avait des jeux, ça amenait les enfants à compter. Donc, à savoir compter même juste, ne serait-ce que jusqu'à 50. Et la curiosité amenait l'enfant même avant d'aller à l'école. Parce que nos écoles, à l'époque, étaient très loin. Étaient très loin. Pour que tu ailles à l'école chaque jour, parce que quittant mon village, pour aller à l'école, c'était 12 km. Aller-retour, ça faisait 24. Donc, pour que tu ailles à la maternelle, il faut que tu aies déjà 5 ans. Pour commencer à la maternelle, aller à la 6 ans, ainsi de suite. Et il faut dire que ce jeu-là même, quand tu lançais le caillou en l'air, oui, tu ramassais 2. Oui. Tu recevais l'autre caillou. Oui. Et après, dès que tu lançais, tu ramassais 3. Oui. Et ainsi de suite, oui, jusqu'à ce que tout le temps, le caillou que tu puisses récupérer. On arrivait jusqu'à 50 cailloux, tu ramasses avec l'autre main, tu ramasses avec l'autre avant de récupérer l'autre. Le caillou qui descend. Qui descend. Là, tu étais championne, tu étais... Il y avait même des jeunes filles qui jonglaient avec les mains. Oui. C'est-à-dire, elle prend par exemple 3 citrons. Oui. Elle lance un en l'air, oui, celui-là en descendant, elle lance l'autre, elle récupère l'autre, elle lance le troisième, voilà, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Ce jeu-là était autorisé par les parents. C'était autorisé par les parents. Tu pouvais placer les goyaves, parce que nous, on n'avait pas les ballons. Tu pouvais placer dans les 5 doigts. Avec les 5 doigts, vous lancez sur un tronc d'arbre ou sur le bananier. Donc, il faut que tous les 5 goyaves tape sur l'arbre pour que, parce que si l'autre reste, c'est que tu n'as pas réussi. C'est comme ça que vous allez taper les goyaves là aujourd'hui, jusqu'à ce que ça devienne tendre. Donc, il y avait les jeux comme ça, il y avait les jeux avec la musique aussi, avec la coque de la tortue et le caillou. Tu roulais sur tes genoux, tu tapais à la poitrine, tu faisais comme ça, tu tapais le caillou, tac, tac. Maria Agasuzayof, mais on nous avait interdit de chanter ça comme on était à l'école catholique missionnaire. Donc c'était une façon d'insulter un peu Marie. Maria Agasuzayof, Madonna Ata Lazare. Le prêtre demandait que cette chanson vous sort d'où? Vous n'avez pas entendu comment on chantait une autre chanson quand il passe. Vous arrêtez? On arrête. Et dès qu'il est reparti dans ses appartements là-bas, on recommence. Donc, il était donc question que tous les enseignants chassent tous les coques d'escargot qu'on avait dans nos sacs pour jouer en récréation. Voilà. D'accord. Maintenant qu'on grandit, on parle de 5 ans à 10 ans. À 10 ans. Est-ce qu'à 10 ans, les jeunes filles avaient les mêmes loisirs, les mêmes jeux que celles qui avaient 5 ans? Elle revenait là de temps en temps, mais régulièrement, ta mère va te dire que c'est pour les enfants. Voilà. C'est pour les enfants. Là, tu étais déjà dans un autre rythme, dont disons, la corde pour sauter. Ah, d'accord, le saut à la corde. Le saut à la corde, le saut en longueur. Donc, le saut en longueur, tu sautes d'ici là, tu pars de là. Ça t'amenait à faire une course. Puisqu'à 10 ans, si tu faisais encore le pouce-pion, on va dire que tu n'as pas honte. C'est le jeu des enfants.
Voilà. Donc, tu fais le saut en hauteur. Tu fais, par exemple, comme on faisait les jeux de Bapunga Bankoro. Tu fais les assauts comme ça, là. Donc, jusqu'à arriver là-bas. Même à 10 mètres. Tu refais ça en marche arrière. Là, alors, quand tu réussis, que tu ne tombes pas, c'est bon. Tu es championne. Donc, on avait le jeu comme ça, on chante Sangba Punga Banguru. Donc, ça veut dire déjà, on te fait entrer dans la société. Le Bapunga Banguru, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est un dribbleur. Comme tu dribbles là, c'est quelqu'un qui est un dribbleur. Donc, si tu es la mère de Bapunga Banguru, on doit t'arrêter. Donc, on doit t'arrêter pour que tu ne dribbles pas. C'était une façon de chanter avec les gars qui jouaient le ballon à la sagaie. Donc, ceux qui jouaient le ballon, qu'on mettait les flèches comme ça, là. On mettait un fruit qu'on pouvait pointer. Si ta flèche entre, c'est que tu as marqué le but. Donc, nous, on faisait donc ça. Les filles faisaient ça en rampant comme la grenouille. Donc, sur la terre. Et c'était des exercices qui touchaient les hanches, hein. Ça touchait, tu sentais vraiment comment tes muscles après. Et ça permettait aux filles d'être fortes. Oui, ça leur permettait d'être fortes. Donc, tu sentais comment ça te soulevait les muscles. Alors, il y avait ce jeu-là. Il y avait aussi que pour jouer dans l'eau aussi, ça restait du bas âge jusqu'à même tu es déjà maman. Ça restait. Parce que c'est nos mamans qui nous apprenaient aussi même le rythme, comment jouer. Parce que à l'époque coloniale, elles faisaient ça. Si ce n'est pas le tambour que les colons ont déjà maîtrisé, que quand ils sont déjà là, on joue au tam-tam, ça leur annonce qu'ils sont déjà là, les autres fuient. Donc sinon, les femmes partent dans l'eau faisant semblant de faire n'importe quoi, la pêche et tout. Les autres se tiennent là, ils jouent le rythme qui annonce aux autres que voilà ce qui se passe dans le village, dans l'eau. C'est très important parce que aujourd'hui, pour nager, il faut apprendre à le faire. Alors qu'à cette époque, filles comme garçons, tout le monde savait nager. Mais c'est extraordinaire. On organisait des jeux au saut en longueur, au saut en hauteur et autres. Et un patriarche m'a même dit il y a 3 jours que toutes les disciplines qu'on retrouve dans les Jeux olympiques sont des disciplines africaines. Et je comprends pourquoi est-ce que les Africains et les Africaines sont très forts dans ces disciplines-là, parce que c'est comme si c'est inné. On organisait naïvement des sauts en longueur, des sauts en hauteur. Vous voyez comment une fille enroule sa robe, elle met dans le caleçon. Elle prend l'élan, elle court et elle saute. On applaudit. C'était quand même extraordinaire. Matriarche. On faisait la course même qu'on fait seulement le saut en longueur pendant qu'on part à l'école. On arrive à temps. On arrive à temps. Aujourd'hui là, quand tu dis à un enfant que marche, part à l'école ici au lycée là, qui est à quelques 500 mètres, il demande l'argent de taxi. Et si tu ne le donnes pas, il reste à la maison. Les enfants marchaient des kilomètres pour aller à l'école. Nous, on avait plus de 10 kilomètres. Et s'il te plaît, quand on rentre de l'école, c'est là où on commence à piler les feuilles de manioc. C'est là où on cherche le bois. Avant d'aller à l'école, on puise d'abord l'eau. Donc, on se lève tôt le matin, à 5 heures. On fait d'abord tout le récit du chapelet que tu connais. Mon père était catéchiste. Après, donc, on part à l'eau, on puise l'eau, on se lave là-bas. On vient donc, on emballe la nourriture, on n'a pas le temps de manger. On emballe la nourriture dans les feuilles. Donc, nos cahiers avaient régulièrement l'huile. Le maître n'avait qu'à supporter ça. Parce qu'on mélangeait la nourriture et les cahiers. On n'avait pas de sac pour aller à l'école. Si tu avais la chance de trouver un plastique pour mettre là, c'était en or. Sinon, c'était les feuilles de macabo. Donc, vous allez à l'école avec les paquets emballés pour que vous allez, après, à midi, là, vous allez
manger un peu à la pause de midi. Il y avait même également des cache-cache. Oui, il y avait des cache-cache. À partir de l'âge de 10 ans, on faisait des cache-cache. Des cache-cache. C'est-à-dire, on dit à quelqu'un d'aller se cacher. Maintenant, les autres essaient de le retrouver. De le retrouver. Dès qu'on le retrouve, oh, on l'a retrouvé. Oui. Et après ça, c'est quelqu'un d'autre qui part. Dans et la ainsi nuit, de suite. Dans la nuit, on part prendre un truc. Disons, on pouvait fabriquer un truc avec les cordes, c'est comme le ballon, c'est comme quoi. Donc, on dit c'est un sorcier là-bas, donc c'est un totem là-bas. Il faut trouver le totem là. On met donc entre les mains des autres. Il y a même peut-être, par exemple, 10 personnes alliées ou 12 personnes, parce que c'était les enfants de tout le groupement. Donc, il y a même 12 enfants ou 15 enfants. Tu viens, tu mets les filles, les souk, là, quoi, les souk, bimba, mbaye, touré, bimba, mbaye. Deux fois, tu laisses le symbole à l'autre. Maintenant, les autres qui sont assises de l'autre côté, on les demande, akum jagweman, ibu, qui a ton enfant. Donc, tu dois deviner qui a ton enfant parmi les gens qui sont assises là. Donc, celui qui est au bout dit que c'est l'autre. Si ce n'est pas elle, tu as échoué, tu repars de l'autre côté, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le soir, c'est ce qu'on fait. Et là, on reconnaissait qui a le plus la pensée divinatoire. Donc, vos mamans vous observent. Donc, on sait que dorénavant, c'est telle personne que je peux envoyer au champ, chercher Mao qui est resté au champ. Je vais l'indiquer que c'est au bas du champ. Lui-même, il va imaginer là-bas, il va trouver. Donc, c'est comme ça. D'accord. Mathias, maintenant, est-ce que ces jeux-là, est-ce que c'est les parents qui les ont initiés ou alors c'était des jeux innés? Parce que quelque chose que je n'ai pas compris, c'était tellement bien organisé qu'on se posait la question de savoir s'il n'y avait pas quelqu'un derrière qui rassemblait les enfants avant et leur disait que voilà comment tel jeu se passe, voilà comment tel jeu se passe, voilà comment tel jeu se passe. Mais dans mon enfance, je n'ai pas vu quelqu'un le faire, mais sauf que les enfants étaient organisés pour faire tous ces jeux-là. Et il y en avait tellement qu'on se posait la question de savoir d'où ces jeux-là venaient, ces loisirs-là. Voilà ce qui se passait. Nous, à notre tendre jeunesse, nos parents nous instruisaient au jeu que eux ils faisaient. Ils te racontent. Quand bien même il ne peut pas trop faire le signe, par exemple comme les voitures en bambou dessinées là, on pouvait faire un dessin soit en bois, soit ça peut te plaire, soit les paniers par exemple. Nous on faisait les paniers. Bon, tu peux dire que bon, comme ma mère fait le panier rond, moi je veux faire un panier ovale. Tu donnes la forme ovale, tu vois. Donc il y a ça. Il y a par exemple, tu pouvais trouver, on fait un lit en bambou, une étagère en bambou. Tu observes ce que ton père fait. Si tu as le besoin d'un autre lit en bambou, que bon, pendant que vous avez joué sur les lits en bambou que votre père a fabriqué, il dit que même s'il restait 3 bambous, tu vas dormir dessus. Maintenant, toi-même, tu commences à réparer ça. Si tu vois que c'est déjà trop vieux, il va te dire que toi-même, coupe tes bambous. Tu fabriques ton lit. Quand bien même tu fabriques, tu joues le balafon sur les tranches de bambou que tu mets. C'est comme ça que tu vas encore quitter là avec le jeu là. Tu pars sur le balafon qu'il a fabriqué parce que mon père avait les trucs de là, ça devient facile à jouer. Oui, parce que tu t'es exercé sur les bambous. Tu t'es déjà exercé sur les bambous. Et même quand bien même on disait à cette époque-là que les femmes ne jouent pas au balafon. Nous, on jouait en soutine. Tu vois, quand le père a voyagé, par exemple, ou qu'il parte à la mission, parce que la mission était à 15 km. Quand il est déjà à la mission, on joue au balafon. Ma mère nous dit que quand votre père va venir aujourd'hui, il veut vous accuser.
Vous ne savez pas que le balancon fait que la femme n'accouche pas et tout et tout. Oui, on n'a pas encore laissé un jour. Donc, ces jeux-là, les parents nous instruisaient au jeu. Et que, comme toi, l'enfant, tu as la rien de jouer, de temps en temps, tu viens lui demander, on fait comment? Elle te dit, ne fais comme ça. Si tu fais comme ça, tu vas tomber, tu vas te faire mal. Mais c'est comme ça, mieux que tu fais. Ma mère, comme par exemple le Vapunga Vangorola, comme ça enlevait les ongles aux doigts des pieds, aux orteils. Donc, elle te dit comment tu poses les pieds pour mieux planer comme la grenouille. Donc, et il y avait aussi les contes de fées. Pendant ces contes de fées, il y avait souvent les chansons qu'on pouvait danser. Kiboum, kiboum, ton toho, kiboum, kiboum, ton toho. Donc c'était un patriarche qui était dur à convaincre. Elle te fait l'exemple, par exemple, d'un patriarche qui est dur dans un village, comme que tout le monde crie en cachette. Kiboum, kiboum, ton toho, kiboum. Donc, tu as donné tous les propos, ça n'a même pas fait une égratignure de chair de poule à sa peau. Kiboum, 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 donc, il y a des chansons. Oh, ça me fait mal, de la nostalgie. La nostalgie. Cette époque était tellement bien, on n'avait rien, on n'avait même pas de couverture pour se couvrir. Oui, et on ne connaissait pas ce qu'on appelle le paludisme. J'ai commencé à voir le paludisme ici en ville. Quand je suis venue faire mes études là au lycée technique, là, c'est là où je connais ce qu'on appelle le palu. Donc, chez nous, là où moi je sortais dans ma région, non, on ne connaissait pas la maladie. Donc, si tu viens, tu dis que tu as le palu, on croit que tu fais le nyanga, par exemple. Et c'est ma grand-mère qui va te dire que non, il est vraiment souffrant. Donc, abstenez-vous à lui donner, aller trouver, on va te dire, va cueillir telle herbe, va chercher telle écorce, on va apprêter pour qu'on le soigne. Alors que on avait une prophylaxie, qu'on appelle aujourd'hui, de tous les traitements, même des vaccins, les vaccins. Cela veut dire qu'à une période là, quand il y a déjà la saison de pluie, on vous fait un traitement, vous n'êtes pas malade, mais on vous prévient quand même que exactement. Il y a la saison qui a changé. Quand la saison sèche vient, on fait une tisane, on vous donne, que pendant moi je ne connaissais pas la toux. On ne connaissait pas ces maladies. La maladie que je peux connaître, c'est les cicatrices que tu peux voir à mes pieds là, parce que je me suis blessée et j'ai caché la blessure. Donc, tu caches la blessure. Tu caches la blessure sur un système où on va chercher une écorce qui pique plus que de l'alcool. On va te mettre là attaché. Donc, ça ne va pas cesser de te faire mal, de te piquer, de tirer la chair. Jusqu'à ce que quand on va déballer demain, la chair est déjà réunie. Et c'était ça, la raison que nous, on cachait les blessures. Mais ça ne voulait pas dire que ça va te faire monter une certaine fièvre. Rien. C'est très important. Mathias, nous allons aller de 10 ans à 15 ans. À 15 ans, on commence à avoir les seins, on commence à saigner, c'est-à-dire on atteint l'âge pubère. Parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes filles à 12 ans qui disent que voilà maman, papa, j'ai craqué pour un gars de ma classe, il est beau, il est mignon. À 12 ans. 12 ans. 12 ans. Matriage, aujourd'hui 12 ans. Et les parents de dire,
est-ce que tu peux amener ton petit copain pour qu'on le voie à la maison? Matriarche, 12 ans. 12 ans. Alors qu'à l'époque, la jeune fille qui atteignait l'âge pubère, celle qui était précoce, c'était 15 ans. 15 ans que les seins commençaient à saigner. Et après même cette période-là, il n'était pas question pour elle de connaître les hommes. C'était à partir de 19 ans, 18 ans, 20 ans. Mais aujourd'hui, 12 ans, matriarche. Je suis d'autant plus étonné que c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc c'est pour ça que ça me traumatise. Ça te traumatise. Elle écrit dans son journal, une fille de 12 ans. J'ai craqué pour un gars de ma classe. Il est très beau et très mignon. Comme nous sommes en vacances, après les vacances, je crois que je vais prendre le courage pour le lui dire. 12 ans. Matriarche. Je n'ai pas envie de commencer à parler ma langue maternelle ici parce que ceux qui nous suivent ne vont pas comprendre. Il faut parler. Comment c'est possible? Matriarche, comment est-ce que c'est possible? Aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont bêtes. Permettez-moi l'expression, et inutiles. C'est-à-dire, on est à 2 mois pour les garçons, on fait déjà la circoncision. L'enfant grandit dans la barrière. Il ne connaît pas comment on marche à pied pour aller à l'école. Il ne connaît pas les petites difficultés que tu as citées ici. La dernière fois, ce dernier, quand il est déjà conscient, on a des enfants aujourd'hui qui ont 20 ans. Tu mets devant eux leurs grands-parents, c'est-à-dire ceux qui ont accouché leurs parents. Oui. Ils vont fuir que ce sont les monstres. C'est les monstres. Ils ne connaissent pas leurs grands-parents. J'en connais même d'autres qui envoient leurs grands-mères. Grand-mère, lave-nous les assiettes, non. Nous sommes dans quelle Afrique, matriarche? Nous, à notre époque, dès qu'on suivait la voie de notre père, encore couché, on savait qu'il était déjà réveillé et par conséquent, on devait sauter du lit rapidement. Et tous, quand il se réveille, il tousse seulement pour commencer à faire les travaux ménagers. Aujourd'hui, au 21e siècle, tu te lèves, tu as fini de faire ce qu'il y a à faire. Les enfants sont couchés avec les pieds croisés. À toi de venir dire que, mais attends, mais il est quelle heure? Nous, parents, nous sommes déjà levés. C'est là où l'enfant se lève avec toute la difficulté du monde. Est-ce qu'à notre époque, c'était possible? Le père tousse une fois. On écoute sa voix 2 fois. S'il se lève et que les enfants sont encore couchés, ce qu'il fait, c'est qu'il part, il porte un seau d'eau. Il vient, il vous arrose. 1 fois, 2 fois, ça vous met sur le chemin. Mais quel enfant fabriquons-nous aujourd'hui, matriarche? Dis-moi aussi, je veux comprendre. Et les téléspectateurs aussi. Ce n'est pas possible. Les enfants qu'on accouche aujourd'hui, nous-mêmes, c'est nous qui les avons transformés comme ça. Les enfants n'ont pas tort. Ils vivent seulement ce qu'ils ont prouvé. Les droits de l'enfant. Tu as peur d'envoyer ton enfant à la maison. Le droit de l'enfant. Les gens ont sorti les droits de l'enfant pour que l'homme africain devienne bête. Parce qu'ils ont vu que l'homme africain est éduqué dès la base. Est formé militairement. Dernièrement, je regardais un documentaire où en Chine, on a commencé à former les petits Chinois comme les enfants nègres. Voilà. Les enfants font les assauts, traverser comme ça, là, grimper comme ça, là, porter des poids comme ça, entrer dans la maison, arranger les choses. En récréation, oh, même en Chine, en récréation, la récréation n'est plus pour les banalités. C'est pour les former. Et quand on les formait déjà comme ça en Chine, on dit à l'enfant africain, tu as les droits, ton père ne doit pas te gronder, même si tu ne laves pas les assiettes. Ta mère ne doit pas te gronder, même si tu ne connais pas préparer, tu auras un cuisinier. Pendant qu'à l'école, on ne t'apprend même pas ça normalement. Je n'ose pas parler là-bas de ce côté-là. Mais parlant des droits des enfants, matriarche, j'accouche mon enfant. C'est moi, j'accouche mon enfant.
Mon enfant pas me porter plainte. Oui. On me convoque. Oui. Il me donne les avertissements. Oui. Que c'est la dernière fois. Si cet enfant vient encore se plaindre, on va vous mettre en prison pour quelques semaines. Voilà. Pour corriger mon enfant que j'ai accouché. L'Afrique. On est dans une génération de congrès. Parce que, excusez-moi, chers téléspectateurs, parce que moi, c'est la langue qu'on nous non, parfois, il faut être cru. Matriarche, pour la bonne compréhension de ceux qui nous regardent. Parce que là, ça n'a pas son verbe, son slogan n'est pas encore sorti, c'est encore traditionnel, c'est encore en autre langue. Puisque ma langue, même, on a appelé ça dialecte. Le colon a dit que ma langue, c'est le dialecte. Qu'est-ce que c'est le patois? C'est le patois. Oh, c'est péjoratif. C'est péjoratif. Le dialecte, c'est le péjoratif. C'est lui-même qui a dit. Et il a encore changé même la grammaire là. Pour que aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, on les parle de la grammaire ancienne. Là-bas, je ne suis pas là-bas. Mais nous sommes dans une génération de congrès. Cela veut dire que le père a été éduqué tel quel, la mère a été éduquée telle quelle, et l'enfant est éduqué comme ça. Donc c'est une génération du congrès. Parce que même les enfants qu'on élève n'importe comment en forêt n'ont pas ces saletés. Exactement. Exactement. C'était une parenthèse, matriarche. On va de 10 ans à 15 ans. Pour la jeune fille, elle commence à avoir les seins, elle commence à saigner. Quand ça arrive pour la première fois, généralement, elle voit sa mère. Maman, j'ai le sang qui, automatiquement, sa mère informe que, ok, maintenant tu es déjà une femme. Voilà comment tu vas prendre soin de toi. Est-ce qu'à cet âge-là, les jeux des jeunes filles de 10 ans sont les mêmes que celles de 15 ans qui commencent à devenir un peu propres parce que les seins poussent, elles commencent à saigner, elles se sentent déjà femmes avec l'éducation, le conseil des mamans. Est-ce qu'à cet âge-là, on a également les jeux? Si oui, est-ce que les jeux-là correspondent aux jeux des filles de 10 ans? On est parti de 5 ans, on a vu les jeux, les loisirs des enfants de 5 ans. On s'est rendu compte que ce n'est pas les mêmes pour celles de 10 ans. Maintenant, après 5 ans à 15 ans, quand on a ce statut-là, si on a les jeux ou alors les loisirs, c'est quel genre de loisirs? Alors, à partir de 15 ans, je prends déjà, quand la fille a déjà 15 ans, elle quitte à peine les jeux de 10 à 15 ans. Elle a encore ce souvenir. Donc, elle devient comme un professeur qui enseigne ceux qui sont derrière. On la responsabilise déjà. Mais les jeux qu'elle doit faire en ce moment-là, elle devient choriste, disons, chanteuse des chansons de la localité, de sa famille. Bon, elle est successeur. Si sa mère était une femme qui faisait les ballets traditionnels, elle est déjà majeure pour diriger le groupe. Par exemple, le jour que sa mère l'amène, par exemple, moi, ma mère m'amenait souvent, quand elle faisait les ballets traditionnels, ça n'existe plus aujourd'hui. En passant, ta mère était dans le Muvungu? Oui. Ah, d'accord. Toute ma famille maternelle, disons les femmes de ma famille, étaient dans le Muvungu. D'accord. Donc, elle était chanteuse. C'est que elle chante, tu recopies. Le jour que vous avez les jeux de samedi, donc le réveillon, nous on appelait ça à l'époque le réveillon de samedi, la veillée de samedi. Parce que c'est la veillée aujourd'hui, c'est devenu les deuils. Nous, à l'époque, on connaissait que la veillée, c'était pour chanter et danser les tam-tams. Vous mettez les tenues traditionnelles. Là, la fille est osée. Et les garçons te regardent aussi. Si tu as un fiancé, si tu as un fiancé, par exemple, mais vous n'allez pas déjà vous accoupler. Mais il a le droit de te protéger contre les autres. Quand vous dansez
par exemple, autour du feu, vous avez mis la craie là, qu'on prenait dans l'eau, où on se met soit les poings, soit avec la sève d'arbre. Vous êtes un peu décoré autrement. C'est à la maison que ta mère te décore. Tu poses seulement l'habit dessus. Quand vous arrivez pour danser, les parents sont de l'autre côté, ils vous observent pour que d'autres ne fassent pas le désordre. Vous dansez là, vous chantez le bolbo, deux fois le bekele, deux fois le silibang et tout ça. Donc vous dansez. Donc là, on reconnaît que quand on va partir dans l'autre village, on va dépasser les autres à danser à la fin de l'année. Donc il y avait comme si c'était un concours de danse entre les villages, les chaufferies et tout ça. C'était comme ça, ces loisirs-là. Et là-bas, quand vous vous retrouvez dans ce regroupement culturel, comme on les appelle aujourd'hui, traditionnel, c'est là-bas aussi qu'on pouvait aussi voir les jeunes filles que les gens pouvaient épouser, se renseigner, est-ce qu'elle est sage, est-ce qu'elle est ceci, est-ce qu'elle est têtue, sa famille est comment. C'est là-bas aussi que tu pouvais choisir ton homme, que un jour comme ça, tu vois seulement, ils s'amènent chez vous, ils sont venus vous rendre visite, sans toutefois dire les choses n'importe comment. Vous vous comportez, ta mère te dit, va les servir à manger, et tout, et tout, et tout. Donc, si ton père a le vin, il leur dit, buvez un peu, ne saoulez pas, et tout, le vin de palme, ainsi de suite. La vie était vraiment corrigée. La vie n'était pas comme aujourd'hui, comme ça existe un désordre comme ça, là. Non, ça se passait sur le contrôle des parents. Ça se passait sur le contrôle des parents. Donc, ça ne se passait pas au laxisme des droits des enfants aujourd'hui. D'accord, ça veut dire que celles qui atteignaient l'âge de 15 ans, elles encadraient leur petite sœur qui avait la tranche d'âge de 10 en montant jusqu'à 15 ans. Oui. C'est ça? Oui. D'accord. On va avancer matriarche. Maintenant, partant de 15 ans à 20 ans, on est presque, à l'époque, on est presque une maman déjà qui est mariée, fondant une famille. Bon, est-ce qu'à cet âge-là, parlant des loisirs et des jeux, on pouvait encore en avoir des loisirs et des jeux qui étaient réservés aux adultes. Aux adultes, si on peut commencer à les considérer à 20 ans comme adultes parce qu'elles commençaient déjà à fonder une famille. Oui. Ainsi donc, les jeux, disons, les réveillons à ces moments-là n'étaient plus de jour, c'était de nuit. Et oui, comme il y a aussi certaines cérémonies, par exemple de Movungu, la chanson La Nuit et tout, et maintenant, c'était que elles deviennent des mamans qui chantent et tout. Elles avaient des moments de loisirs, mais on interdisait les 10 ans d'assister. Donc, on vous met à la maison, vous vous couchez, vous dormez, vous sentez comment ils chantent dehors, ils parlent et tout. Donc, ils font des tam-tam, ils jouent soit le vet, soit le balafon. Soit le balafon. Et c'est ça qui amenait la curiosité de l'enfant. Donc, nous, on était curieuses. Après, il fallait qu'on pas toucher au balafon, il fallait qu'on pas toucher au vet pour essayer de jouer et répéter. Et là, ta mère te dit, ce ne sont pas les chansons des enfants. Tu vois, non? Te dit, ce ne sont pas les chansons des enfants. Mais tu mimes quand même ça, non? Donc, c'était un peu un petit secret que quand on part, on dit que quand on va partir, on va chanter. Et vous chantez à votre façon. Ou si on prononce le nom de quelqu'un, tu vas prononcer par exemple le nom de ton frère qui va rester te taper. Et quand maman va venir, tu vas dire qu'il t'a tapé et il va dire que c'est ça. Tu vas dire que non, je n'ai pas chanté ça, j'ai fait comme ça. Donc c'était... la vie était très naturelle. Donc c'est-à-dire, elle ne s'exhibait pas
en journée? Non. Parce qu'elles avaient déjà commencé une vie adulte. Oui. Bon, maintenant, matriarche, est-ce qu'il pouvait arriver qu'on invita une fille de 10 ans, peut-être parce qu'elle était talentueuse dans un loisir précis, pour accompagner les filles de 20 ans en montant? Jamais. C'était strictement interdit. C'était strictement Chaque interdit. loisir et jeu correspondait à un certain âge. Il y avait les veillées qui étaient interdits aux enfants. Même de 15 ans là même. Si tu n'as pas déjà fiancé quelque part, on vous interdit. On vous interdit d'aller. Même il y avait même certains deuils qu'on interdisait aux enfants d'aller. Donc moi, à mon jeune âge, seulement moi j'étais un enfant un peu très précoce. Je suis allée voir le corps par tétutesse d'une maman qui était morte. Elle était dans le Movugu. À quel âge? Tu avais quel âge? J'avais 8 ans. J'avais 8 ans. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis cachée pour voir le corps là, pour voir ce que les autres femmes pouvaient faire de ce corps. Pour voir comment on devait l'enterrer. À quelle heure? À 5 heures du matin. Elle est morte le soir, on l'a enterrée à 5 heures du matin. C'est une femme Muvungu qui était décédée? Oui. On l'a enterrée à 5 heures du matin. Elle est morte à 113 ans. Donc, elle est morte le soir. Et on l'a enterrée à 5 heures du matin. Et quand ma grand-mère s'est levée, ma mère s'est levée, mon père est resté. Comme je dormais avec mes soeurs sur la natte, je me suis levée. Quand eux avançaient, moi je venais. Derrière. Oui. Et ils avançaient, moi je venais. Quand j'arrive, les autres femmes étaient déjà là-bas. Elles avaient allumé les flambeaux et tout. Elles ont passé la veillée avec elle à parler. Personne ne pleurait. Alors, elles ont attaché le corps, faire tout le nécessaire possible, aller, venir. Et les hommes, quand les hommes Il y avait un cercueil? Non, pas de cercueil. Quand les hommes arrivaient déjà pour venir enterrer, elles ont tourné le dos. Les encerclés tournaient le dos. Quand ils ont fini de mettre dans le sol, elles sont venues et refermer la tombe. Les femmes de Muvungu? Sont venues refermer la tombe. Elles ont fini. Maintenant, alors, les années passent. Quand j'avais déjà 10 ans, c'est là où je révèle à ma mère que j'avais vu. Elle me regarde. On dit que les femmes, les jeunes femmes ne regardent pas. Tu risques de ne pas accoucher. Je dis, je vais accoucher. Toi-même, tu connais ton problème. Je vais accoucher. Et tu en as accouché beaucoup? Ouais, j'ai accouché. Donc, c'est quand on enterre une femme au Vungu, ce n'est pas quand on enterre vraiment dans l'origine de l'enterrement des femmes au Vungu. Ça ne se passe pas comme on enterre les autres femmes. Ça ne se passe pas. D'accord. Maintenant, matriarche, des 20 ans en montant jusqu'à, on a déjà fait des enfants, on a une certaine expérience de la vie, on peut déjà donner des conseils aux plus jeunes et autres. Est-ce qu'on a encore des loisirs et des jeux? Du haut de ton âge aujourd'hui, matriarche, est-ce que tu as des loisirs? Est-ce que tu as des jeux? Dis-nous. Les jeux que j'ai appris étant jeune, là, j'ai encore ça dans la tête, mais je n'ai pas vraiment... dans le Muvungu, on peut les faire, on peut se souvenir de ça avec les autres femmes de Muvungu. Mais dans la jeunesse, c'est difficile de transmettre parce que il n'y a pas un relais. Déjà parce que pour que tu apprennes à un enfant à jouer à la musique de l'eau, c'est difficile parce que tu vas lui dire, il va mettre les mains comme ça, tchoukoum, 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 tchoukoum. Alors non. Alors que tu portes l'eau, tu magnétises l'eau, l'eau est en contact avec toi, ça a de l'air, ça a son poids, tu portes un certain poids d'eau pour donner un son. Mais là, tu vas dire à un enfant, tu vas beau rester avec lui toute la journée
à la rivière que c'est quand tu mets les mains comme ça, tu fais les mains comme ça, tu fais les mains comme ça, l'autre son sort. Tu fais comme ça, le son si sort. Tu fais comme ça, la basse sort. Tu fais comme ça, le ténor sort. Donc, tu balances l'eau comme ça, là, ça fait un autre son. Donc, tu ne peux pas, l'enfant va te regarder comme si d'autres même me disent souvent que ce n'est pas possible. Un jour, j'ai fait l'erreur de partir avec mon téléphone à l'eau. J'ai mis l'enregistreur. J'ai joué les sons. Après, quand je suis venue à la maison, je me suis habillée, fini de faire tout ce que j'avais à faire. Quand mes enfants étaient là avec les autres enfants, les neveux et tout, au village, je sors les sons. On dit, ça c'est quelle musique ça? On dirait que c'est l'eau. Je dis que oui. Ce que je vous parle souvent là, c'est le son de l'eau. Mais ils étaient dépassés. Je vais apprendre. Tu l'amènes donc apprendre. Oh, c'est trop dur. Tu te courbes longtemps. Oh, machin. Tu ne vas pas lui dire que, mais quand tu viens d'abord... La paresse des enfants d'aujourd'hui. Ouais. Beaucoup n'en connaissent même pas la rivière. Ils n'ont jamais mis les pieds, ne savent pas de quoi il s'agit. Non, quand tu l'amènes d'abord à la rivière, il va te dire que le serpent va me mordre là-bas dedans. Je ne peux pas. Il faut mettre un truc pour chasser les serpents. Pour quelque chose peut me piquer. Oh, pourquoi c'est sale comme ça? Oh, machin. On ne peut rien. C'est très difficile parce qu'ils vont courir aujourd'hui. On a le bac à 15 ans. On a le bac à 16 ans. Des conneries de ce genre. Après, quand ils s'inscrivent dans les universités, ils en sortent, ils manquent de travail. Parce que partout ils partent, on dit que non, l'âge requis n'est pas encore arrivé à... Ça ne sert à rien de courir. L'apprentissage, la vie, c'est un apprentissage quotidien jusqu'au jour où on décide, n'est-ce pas, de partir de cette vie. De cette vie. Alors, je vais te raconter un petit truc. Il y a, mon mari m'avait invité une fois dans un truc ici à Yaoundé qui avait la piscine. Il me dit que ta vie villageoise là, machin, ceci, cela, voilà ça. Je dis ok. Tu es venu à la plage. Il dit ici c'est la piscine, ce n'est pas la plage. Il dit non, autant pour moi la piscine. Il dit je t'ai acheté un maillot de bain. Bon. Non, moi je viens souvent, tu n'as jamais posé la question que je viens à la piscine, tout ça. C'est pour ça que j'étais invitée. Il dit je vais d'abord boire quelque chose. On vient là avec un jus et tout, j'ai bu un peu, un jus naturel. Je suis descendue, on me dit on tombe, il me dit on tombe seulement à la piscine, je dis hey. Les choses les blancs là-haut, hey. Pardon, laisse-moi, je descends avec les pieds, normalement. Je suis descendue. Quand j'ai dit les choses des blancs, comme il y avait les blancs couchés là, ils lisaient les journaux, ils ont commencé à me regarder. Donc, comme lui, il travaille trop avec les blancs. Donc, ils ont commencé à me regarder bizarrement. Bon, moi, je ne rêvais même pas de... Donc, je suis descendue dans l'eau. Bon, comme tu m'as surprise avec l'invitation de la piscine, je vais te montrer que je suis villageoise. Je lui ai donc dit qu'elle était déjà bien tenue dans l'eau, dans les mesures de jouer. C'est là où je lui ai dit que comme tu es la soeur, monsieur, comme tu vas là, comme tu m'as appelée villageoise, je vais te montrer comment les villageoises vivent. J'ai donc commencé à jouer. Le son de l'eau là. J'ai mis boum. Tout le monde se regardait. Donc, je mets encore boum. J'avais 35 ans à l'époque. Il y avait une antillaise là, elle s'est levée, elle a commencé à danser. Au son de la musique de l'eau. Hey! Lui m'a mis ce tien comme ça. Il me dit, sors de là. Tu as réveillé les gens ici à l'hôtel. Voilà tout le monde qui sort déjà, on te regarde. Quand je veux déjà sortir, on dit non, il faut laisser, tout le monde intervient que non, il faut laisser.
Il dit que tu as eu. Je lui ai dit à la que, hein, ou yen, tu as eu. Qui est le villageois maintenant? Qui est le villageois maintenant? Et ça donnait le maître d'argent. Il me dit que non, il faut. Il dit que ouais. Il me dit de ne plus mettre mes pieds ici. Donc, la femme qui est déjà mariée à 20 ans, 19 ans, a les souvenirs d'enseignement pour la progéniture. Oui, pour la progéniture, parce que tu ne peux pas élever un enfant qui ne joue pas. Tu amènes un enfant au parc. L'enfant qui est au parc là ne peut pas disons, ne peut pas jouer avec les autres enfants. Quand bien même ils jouent avec les jeux, c'est les jeux tellement organisés qu'ils ne comprennent pas, qu'ils découvrent même. Tu vois, par contre, tu es en train d'étouffer ce qu'il est en lui dans ses chromosomes africains. Oui, un enfant qui est africain, même s'il est afro-descendant de la 14e ou 50e génération, ça demeure. Qu'il soit vraiment l'écoderme au blanc blanchi, ça demeure. Toutes ces choses-là demeurent en lui. Tu avais dit que il a toujours quelque chose en lui, et quel qu'en soit les cas, même s'il arrive dans un endroit où il y a des enfants, même s'il ne connaît pas ses enfants, le jeu que ces enfants-là proposent, il sera intégré dedans comme s'il le fait d'habitude. Pas les enfants qu'on voit aujourd'hui, il met le doigt dans la bouche. Maman, je vais rentrer, des choses comme ça. Maman, je vais rentrer, il prend la poupée ou c'est quoi là, il met c'est le poster, c'est quoi? C'est quand même incroyable. C'est incroyable. La question, donc, moi, je suis un jour, toujours, il y a une des sœurs de ma famille qui vient trouver que j'ai préparé le poisson. Je prends ton enfant de 2 ans, je prends la tête du poisson, je donne à l'enfant, elle pose les mains à la tête. Ah, les arrête, je dis, reste tranquille. Quand tu viens chez moi là, reste tranquille. Elle a supporté, elle est restée tranquille. Elle a vu comment son enfant décortiquait, dépiéçait la tête du poisson. Je lui ai dit que pour que l'enfant saisisse les mathématiques, il faut lui donner la tête du poisson. L'enfant connaît déjà que les arrêts piquent. S'il avale mal, donc il a intérêt à dépiécer ça étape par étape. Et ça éduque son cerveau. C'est l'épreuve de la patience de manger. Tu ne vas pas toujours donner la chair du poisson à l'enfant. Il va apprendre à enlever les arrêts. On ne va pas te faciliter même jusqu'à la nutrition, jusqu'à la nourriture. Il faut éviter de donner la tête parce qu'il doit manger tout simplement ce qui est déjà cher. Tu prends mais la comment chair, l'enfant va donc même connaître de la viande, tu découpes, tu piles pour qu'il avale seulement. Non, donne-lui la l'os, là où il y a le tendon. C'est pour ça qu'on a les dents non matriage. Oui. Voilà. Donne-lui là où il y a le tendon. Il met là, ça ne coupe pas. Il met là, ça ne coupe pas. Ça fait travailler son cerveau. Et il va se débrouiller. Il va se débrouiller. Et la prochaine fois, quand il aura le même morceau, il saura donc comment, de quel côté commencer. Voilà. Et c'est ça, ça rééduque le cerveau. On éduque l'enfant dans tout ce que tu peux lui donner. Ça rééduque le cerveau. Qu'est-ce qu'il y a que l'enfant mange le poisson et que ça va caler, que ça cale. Lui-même, c'est que comme ça a calé là, prochainement, il va bien se mettre. Voilà. Maintenant, nous allons venir à l'ère actuelle. C'est vrai que tu as déjà commencé. Parlant de loisirs et de jeux, nous voyons beaucoup de femmes aujourd'hui être des championnes dans beaucoup de disciplines. Le saut en longueur, le saut en hauteur, le volleyball, le handball, le tennis, il y a le tennis féminin et même le football qui, selon certains, sont réservés aux femmes. Mais nous voyons des femmes jouer au football et bien jouer au football. Est-ce que c'est normal, matriarche, qu'il en soit ainsi? Est-ce que c'est normal? C'est très très normal. D'accord. C'est très normal parce que la femme à l'âge adulte, par exemple, c'est un truc que je vais un peu dévoiler ici.
La femme au Bongo est un peu comme militaire. Mhm. C'est là qu'on prend l'armée, le rythme de l'armée chez les femmes au Bongo. Quand tu entends que les colons tuaient les femmes au Bongo, parce que c'est eux qui faisaient la formation des patriarches, de la matriarcat. C'est eux qui fabriquaient les choses pour donner à leur mari pour la guerre. Si c'était la guerre intertribus. Mhm. Parce qu'il y avait les tribus à l'époque qui ne laissaient pas passer les autres. Après la traversée de la Sanaga, après Ngorlituba, il y avait des tribus que quand il arrive quelque part, il dit à l'autre que ne traverse pas. Donc ils font la force. Et c'est les femmes qui faisaient ça. C'est la femme qui activait la fureur de l'homme. Parce que l'homme savait que s'il ne part pas en guerre, comme il part en guerre là, la femme ne va plus l'accepter. Mhm. Ces femmes ne vont plus l'accepter. Et quand il part en guerre, il sait qu'il laisse la force derrière. Tu ne vas pas traverser. Ce qui fait que quand la femme devient footballeuse, elle devient handballeuse et tout ça. Elle fait les compétitions, elles sont fortes. La femme est forte depuis la nature. Puisqu'on dit que impossible n'est pas la femme. Mhm. Même certaines personnes ont dit, il y a un dicton qui dit, ce que femme veut, Dieu le veut. Donc ce que la matrice de la nature dessine, la femme, elle donne ça directement à la femme. Et c'est la femme qui transmet à l'homme, comme elle a le pouvoir d'accoucher. Et c'est davantage plus vrai que une femme, à la veille d'une compétition, on lui donne le conseil de bien faire l'amour. Contrairement à l'homme que s'il fait l'amour à la veille d'une compétition, il sera fatigué et le rendu ne sera pas le même. Est-ce que ces sports-là ne transforment pas la femme matriarche? Parce qu'on sait que pour les pratiquer, il faut être viril, ça nécessite de la force, comme le football par exemple. Est-ce que ça ne les transforme pas? Est-ce que ça ne les rend pas durs? Est-ce que ça n'enlève pas le caractère féminin en cette femme-là? On sait que la femme, c'est celle qui est toujours, elle est douce, elle est ronde, elle est tout ça. Mais nous constatons que beaucoup d'athlètes aujourd'hui sont pratiquement comme des hommes. Est-ce qu'elles parviennent à se marier? Est-ce que ça ne transforme pas in fine la femme? Ça ne transforme pas la femme. Ça ne transforme aucunement la finesse de la femme. Si la femme se fait homme aujourd'hui pour coucher par exemple les autres femmes comme elles sont nombreuses là dehors, c'est qu'elles entrent dans les choses pas possibles qu'on les conditionne ça. Mais la femme naturellement qui est sportive avec ses énergies à elle-même, elle loin d'être changer de caractère, changer de quartier féminin pour être au masculin. Non. Ce n'est pas existant. Elle reste féminine malgré la pratique du sport. Malgré la pratique du sport, il y a une certaine femme, elle accouche. Moi, je connais les femmes que elle est sportive, elle accouche aujourd'hui. La semaine qui suit, elle est dans une compétition. C'est possible ça? Oui. Et elle réussit. L'autre, là, on a eu un cas ici que je peux prononcer son nom. Si c'est Sarah Etomé, qui faisait le Mont Cameroun. Elle avait combien d'enfants? Sarah Etongue. Etongue. Elle avait combien d'enfants? Elle avait, je crois, 7 enfants. 7 enfants, oui. Mais elle réussissait aux compétitions. Au moins pendant 5 ans, c'est elle qui gagnait justement la course de l'espoir. Elle laissait le bébé à main. On a montré ça à la télé, elle avait un petit bébé de 3 mois quand elle a gagné la première compétition. Mais est-ce que c'est fait homme? Non. Ça c'est vrai, nous avons même une tennisman, elle est européenne, je ne sais plus trop comment elle s'appelle. Voilà. Elle est sortie d'une maternité pour aller remporter le grand chelem, c'est-à-dire le tournoi féminin. Un grand chelem. Voilà. Sortant d'une maternité. Sortant d'une maternité. Bon, matriarche, est-ce que
Quand cette femme-là pratique le sport, elle devient aussi musclée et tout ça. Est-ce que ça ne repousse pas les hommes? Parce que quand on voit une femme avec les biceps, les triceps, les cuisses et autres, est-ce que ça ne repousse pas l'homme? Parce qu'elle devient musclée quand même aussi. Oui, ça repousse les hommes faibles. Oui, les hommes peureux. Il y a les hommes peureux, il ne faut pas qu'on se le cache. Il y a les hommes peureux. Mais ces femmes aussi doivent avoir des maris. Prends ton courage. C'est comme j'avais dit à un gars. S'il y a certains qui accouchent, ça veut dire qu'elles ont bien des maris. Voilà. J'avais dit à un gars, il était amoureux de la fille d'un colonel. Mais comme elle était régulièrement, on part accompagner en voiture. On ramène en voiture. Elle est à l'université. Le gars, il commence à se plaindre. Il dit que tu te plains de quoi? Va sonner. Tu dis que tu veux la voir. Il est parti sonner. Mais matriarche, ça ce n'est pas envoyer quelqu'un dans la gueule du loup. Et si le colonel soit avec son âme, que tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Tu accouches les filles pour les garder à la maison, mais c'est pour que les hommes les prennent. Hein? Tu es jaloux. De quoi que tu ne peux pas utiliser? Hein? Il a épousé cette dernière. Il a sonné. Il a sonné. Il a dit que c'est son père même qui vient ouvrir, qui vient de rentrer du travail. Je vais la voir, oui. On t'appelle ici. Oui, il y a un problème, oui. C'est quoi? Je veux d'abord m'asseoir. Et c'est parti. Je ne vais pas raconter l'histoire où j'étais au lycée bilingue de Berthois, je faisais seconde. J'avais un camarade de classe justement qui aimait follement la fille d'un colonel. Malheureusement, aujourd'hui, elle ne vit plus, paix à son âme. Elle ne vit plus. Il m'a demandé de l'accompagner un soir. Oui. Nous y sommes allés. On arrive devant la barrière. Comme il faisait noir devant la barrière, il y avait 2 militaires, mais on n'a pas vu ces militaires. Pendant qu'on était en train de causer que bon, gars, ici là, on fait comment? Gars, j'ai peur de sonner. Comme les camions 19h, son père peut sortir avec l'arme. Il a dit que non, attends, moi je m'avance, je reste là-bas. Toi tu prends ton courage, tu sonnes. Si tu vas sortir en courant, moi je commence à courir là-bas. Il me dit que non, tu ne peux pas me laisser seul. Maintenant, quand on s'approche donc de la barrière, c'est là on se rend compte qu'il y a 2 messieurs en tenue militaire avec les armes à la main. Donc nous nous sommes seulement assis par terre. Nous nous sommes assis tout seul. Nous nous sommes assis par terre. On n'a plus rien dit. Et également, ils sont restés, ils n'ont rien dit. Jusqu'à ce que le patron des lieux est arrivé avec sa voiture. Ils ont sonné, on a demandé qu'on ouvre le portail. Maintenant, donc, en entrant, puisqu'ils étaient aux 2 extrémités de la barrière, nous on s'est assis au milieu d'eux. Il fallait forcément qu'on quitte pour que la voiture entre. Maintenant, avec ses phares, il baisse la vitre, il appelle un de ses militaires, il demande que, mais, qui sont ceux qui sont assis à côté de vous, devant la barrière? Que mon colonel, nous ne savons pas. Comment vous ne savez pas? Ils sont venus là, ils demandaient après Fanny, comme la fille s'appelait Fanny. Maintenant, ils étaient en train de réfléchir comment ils vont sonner. Quand ils se sont rendus compte que nous sommes là, ils se sont tout simplement assis. Lui-même, le colonel, a éclaté de rire. Il a dit que demandez-les de se lever. On s'est levé. Quand il est arrivé à notre niveau, il a dit que entrons. Vous voulez voir qui? On dit qu'on veut voir Fanny. Vous êtes qui? Nous sommes ses camarades de classe. Il dit que ok, entrez. Il nous a reçus. Donc, cela me dit que ces filles des colonels, des généraux, les capitaines et tout ça, c'est les filles qu'on doit marier. Donc, il faut avoir un courage. Cela veut dire que la fille qui a les biceps aussi, elle a besoin de mari. Mais elle n'a pas de mots pour le dire, même faire un communiqué. Si tu es un homme, c'est la qualité de femme là que tu dois épouser. Que, vraiment, quand tu épouses la qualité là, les autres ont peur de toi. On voit que tu as la côte de l'homme. On voit que tu as la côte de l'homme. Hein? Elles sont là pour que les hommes les épousent. Une femme sans mari n'est rien. Ça, c'est vrai. Pas les choses qu'on dit que, comment on appelle le développement de la femme, le développement, l'émancipation de la femme. L'égalité des sexes. L'égalité des sexes. Quel sexe? Tu vas emboudiner quelle femme? Non.
Tu as quoi, toi, l'autre femme? Tu as quoi pour emboutiner l'autre? Non, je parle cru comme ça, excusez-moi. Non, c'est normal, Mathias. On te connaît comme ça. Oui. Voilà. Donc, l'égalité de sexe, c'est quoi? Ce n'est pas les choses que on parlait directement là. Quoi, on a dit que les homosexuels doivent se marier. Donc, c'est des choses comme ça. C'est des choses comme ça qui finissent par faire que le taux de cette embrouille amène les autres hommes à partir avec les autres, amène les autres femmes à partir avec les autres. C'est l'embrouille. Il faut les marier. Puisque, la femme même. Puisque de toutes les façons, le colonel ne va pas épouser sa fille. Sa fille. Le capitaine ne va pas épouser sa fille. Le général ne va jamais épouser sa fille. Et il faut bien qu'il y ait des rencontres comme ça pour qu'il y ait un mariage plus tard. Mais il y a un mariage plus tard. Va sonner. Lui-même va comprendre que tu es arrivé jusqu'à sa porte. Tu n'as pas de problème avec lui. On dit que si tu n'as pas de problème avec le lion, tu peux dormir sur la piste de sa fourbière. Mais il faut s'armer de courage, matriarche, parce que ce jour-là, nous avons failli pisser dans notre culotte. On ne savait pas ce qui nous attendait. Même si on te gifle. Moi, je connais une femme, elle est karatékate. L'homme qui l'a épousée, elle a d'abord tapé sur cet homme-là. Donc, quelqu'un vient te parler. Tu es géante, tu es costaude. Tu vois un chétif homme qui vient te parler, qui a un peu mince, en fait, qui n'a pas la gabarit vraiment imposant. Il l'a giflé, le gars est parti tomber. Le gars a dit que mais je croyais que tu allais me caresser, que tu viens me gifler comme ça là. Ouais, ce n'est même pas ça que moi je cherche. Je sais que tu es une femme. Moi, je veux faire mes enfants avec toi. Monte, tu descends. Le gars l'a poursuivi jusqu'à Suzanne. Finalement, sa mère lui dit que tu cherches quoi au juste. Viens t'asseoir ici. Mange d'abord. Elle a fait comment? Elle m'a giflé, voilà les cicatrices. C'est comme ça que ça a commencé. Finalement, ils se sont mariés, ils ont des enfants, 5 enfants. Ils sont mariés. Mariés. Avec les enfants. Avec les enfants. Ça, c'est la fin de l'histoire qui est importante. C'est la fin de l'histoire. Comme quoi, il faut s'armer de courage. Il faut s'armer de courage. Hein? Il faut s'armer de courage. C'est les filles, les femmes qu'on doit épouser. Ces femmes qui font les athlètes, là, l'athlétisme, le karaté, la boxe, la course et tout, football, et ainsi de suite. Toi, l'homme, arme-toi de courage. Viens lui dire que moi, je veux te marier. Tu me fais les enfants. Point. Puisqu'elle n'a pas assez de temps pour discuter avec toi. C'est même les femmes qui sont plus faciles. Elle n'a pas assez de temps pour discuter avec toi. Elle a déjà l'argent que tu cherches. Elle a déjà tout. Avoir les enfants, elle aimerait aussi laisser quelque chose, une mesure. Tout ce qu'elle va regarder, est-ce que tu es beau? Si elle mélange ton sang avec, est-ce que tu es beau? Point. Hein? D'accord, Mathias, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Il y a beaucoup de sœurs qui nous écoutent à l'étranger. Oui. Parce que beaucoup de ces sœurs-là, elles font des enfants. Les enfants restent dans le cadre de la barrière. Les enfants ne connaissent pas leurs grands-parents. Ils ne connaissent pas la rivière. Ils ne voient même pas la terre. La simple terre. Avec les yeux. Maintenant, pour nos sœurs et même pour nos frères afro-descendants qui sont de l'autre côté, quel est le conseil pour sortir de cette émission que tu peux leur donner quand ils font des enfants? Comment faire pour apporter cette éducation lucrative à leurs enfants, pour que leurs enfants aussi connaissent ce que ceux des enfants comme eux, africains, ont vécu, c'est-à-dire la rivière, la terre, les jeux, les loisirs. Quel est le conseil que tu peux leur donner? Le conseil que je peux leur donner ici pour éduquer leurs enfants. Et même nos sœurs ici, en Afrique, parce qu'il y a beaucoup ici là que les enfants grandissent dans le cadre de la barrière jusqu'à finir l'école et après on envoie à l'étranger. Oui, on a déjà, comme je t'ai dit, qu'on est déjà dans une génération vraiment sans pareil. Condré. Alors, papa a grandi dans la barrière, maman a grandi dans la barrière. À une certaine époque là, il y a certains mariages, on dirait,
les singes font les sauts sur les branches qui ont la même taille, sur les arbres qui ont la même taille. Cela veut dire que tu es d'une famille riche dans la barrière. Tu peux pas essayer d'épouser une femme qui est dans la barrière. Quand vous faites un enfant, l'enfant est dans la barrière. L'enfant va donc connaître la vie. Comment? Principalement pour nos frères et sœurs afro-descendants, on connaît déjà que là-bas, c'est l'injection coloniale qui les a mis dans ça. Et avec beaucoup de plaintes dans la nature, qu'ils ont déjà cette opportunité de toucher l'Afrique du doigt, de parler même. Parce que moi, je me rappelle, je ne peux même pas manquer d'oublier ça. Parce que c'est passé dans les journaux officiels en 72. Un noir américain est descendu du bateau à Douala, a demandé ses origines. D'après sa descendance, il a recueilli un nom. Et on l'avait arrêté, il n'avait pas le droit de toucher le sol. Donc, un afro-descendant n'avait pas le droit, que ce soit pilote, que ce soit marin, il n'avait pas le droit de toucher le sol africain. Mais si aujourd'hui, ils ont l'opportunité de voyager, ils ont l'opportunité de venir en Afrique, faire même les enterrements, parce qu'on les offre déjà ça, parce que là-bas, chez eux, c'est un peu compliqué. Donc, pour nos frères afro-descendants, il faut qu'ils commencent à organiser les vacances en Afrique pour s'imprégner de la culture de leur pays, de leur continent, de la terre, de la forêt de leurs ancêtres. La terre de leurs ancêtres. Boire l'eau de la terre de leurs ancêtres. Exactement. Ainsi donc, ça va réanimer leur progéniture future à cette vie. Parce que ils vivent déjà ça, mais ils ne savent pas où aller. C'est comme s'ils étaient dans la boîte de barrière qu'on parle là. Comme s'ils étaient emboîtés. Ils partent là-bas, les lois coloniaux barrent. Ils partent là-bas, ils barrent. Ils partent là-bas, ils barrent. De l'autre côté, on leur dit que vous n'êtes pas chez vous. Vous n'êtes pas chez vous ici. Donc, ils ont des éternels, même les oiseaux ont des nids. Ils ont des éternels baladeurs dans le vent. Et qu'ils ont leur pays, Afrique, qu'ils retournent à leur source. C'est tout ce que je peux leur dire. Et ils commencent à éduquer, à parler de leurs enfants, de leur Afrique. Qu'ils fassent comprendre à leurs enfants qu'ils sont africains. Parce que le drame est que d'autres afro-descendants ont pris le rythme de la vie européen comme si c'est eux qui sont nés là-bas. Comme si c'est eux qui sont nés là-bas. Je n'en citerai pas ici pour créer d'autres problèmes. On va te faire l'illusion que tu es président alors que tu n'es pas président. Tu es un accalmie de tes frères. Quand on te voit président, tu es un accalmie. Tu n'es pas président que tu gères président de tes propres valeurs intrinsèques, éducatives. Non, tu n'as pas le droit de dire que Africa. Donc c'est ça. Qui comprennent qu'ils sont noirs. Ils sont africains. Et ils doivent régulièrement venir en Afrique s'imprégner. Très important, matriage. Rentrer en Afrique, découvrir la richesse de la culture que regorge ce continent. Et justement, parlant de retour en Afrique, Kemet Colonie 2024 se tiendra du 1er au 30 octobre 2024, justement, pour tous ceux des afro-descendants qui souhaitent s'initier, recevoir des enseignements, des conférences et autres consultations. Nous sommes en train de travailler justement sur le projet. C'est du 1er au 30 octobre 2024, la première édition de Kemet Colonie 2024. Le document est en train d'être finalisé. D'ici au plus tard, la fin de cette semaine,
ce document vous sera diffusé pour que vous vous en imprégniez sur toutes les conditionnalités qu'il faudra remplir, n'est-ce pas, pour arriver justement au Cameroun pour toutes ces initiations et autres que j'ai citées. Vous allez voir, par exemple, la matriarche Nangonjoy, physiquement, elle va vous amener dans la forêt, elle va procéder, notamment pour les femmes, aux initiations du Mvungu. Maintenant, chez les hommes, nous avons le Wab Nou Beauty, qui va également vous initier à la spiritualité Beauty. Nous avons le frère Wendo Mabou Dokato, prêtre vaudou, qui va également vous initier. Nous avons le frère Tot Abonné qui va vous donner des conférences. Bref, madame, messieurs, votre venue au Cameroun dans ce cadre vous sera 100% bénéfique. C'est très important, n'est-ce pas, de toucher, de frôler la terre qui a vu naître vos ancêtres. Et donc, matriarche, nous allons terminer. Merci infiniment d'être venu une fois de plus ce mardi à l'occasion de cette émission. Merci pour tous les téléspectateurs qui nous écoutent, surtout nos frères et sœurs, nos enfants. Moi, je suis une matriarche, vous êtes mes enfants. Ça dit, tout ce qui vous touche, nous touche aussi, ici, en Afrique. En nous donnant ce nom Afrique-là, ils ne savaient pas que ça allait les tourner. D'accord. Voilà, madame, messieurs, chers téléspectateurs, likez abondamment, abonnez-vous massivement, sans toutefois oublier de cliquer sur la cloche de notification. Également, inscrivez-vous sur le lien description sur la page YouTube de Kemet Télévision. Ça vous permettra d'être des super fans de Kemet TV et aider cette chaîne à hauteur de 5 € par mois pour ceux qui sont dans l'espace Schengen et 5 $ pour ceux qui sont sur le continent américain. Et maintenant, pour ceux qui veulent soutenir la chaîne à travers un virement bancaire, nous avons justement à l'écran des coordonnées bancaires qui vous permettront justement d'apporter votre modeste contribution pour aider à l'émergence de cette chaîne et surtout partagez au maximum pour que tous ceux des Africains qui se trouvent dans les 4 coins du monde s'imprègnent du message que nous apportons dans le cadre de nos émissions ici sur Kemet Télévision. Ça a été un plaisir, madame, monsieur. On va se revoir très bientôt pour une autre occasion. Restez connectés sur les antennes de Kemet Télévision et à très bientôt. Salut.